Ils ont soulevé le couvercle et le Sahel a changé. Sous le ciment, des barils anonymes mêlaient explosifs instables et cyanure pur, assez pour contaminer, détruire, terroriser. Si la frontière s'endort, qui protège le Paris d'Ibrahim Traoré? Une date d'expédition décalée de 7 jours, notée à l'encre pâle, a suffi à faire basculer l'affaire d'un contrôle routinier vers une menace organisée, répétitive, déjà installée. Et la vraie peur n'était pas seulement dans la matière grise, mais dans l'habitude qui rend aveugle et dans le doute rongeur. Combien de convois ont déjà traversé sans bruit? Cette histoire promet une chose précise: comprendre comment un incident apparemment banal a révélé un test grandeur nature de souveraineté et pourquoi ses conséquences dépassent largement un poste frontalier isolé. En moins de 10 minutes de lecture, le lecteur gagne une clé simple: voir comment une frontière devient un système vivant, capable de protéger sans dépendre d'une assistance extérieure permanente. Derrière cette promesse se cache un enjeu plus large, rarement formulé clairement. Il ne s'agit pas seulement de sécurité, mais de crédibilité étatique dans un pays où les institutions ont longtemps été perçues comme fragiles, intermittentes, parfois absentes. Quand un camion passe sans être vu, c'est une routine qui gagne. Quand il est arrêté pour une anomalie minuscule, c'est un modèle entier qui se réveille. La question centrale n'est donc pas comment intercepter, mais comment tenir dans la durée. Car si une vigilance exceptionnelle peut stopper un convoi, seule une discipline quotidienne peut empêcher que le suivant passe. Et c'est précisément ce point de bascule discret entre exploits ponctuels et méthodes reproductibles qui va structurer tout ce qui suit. La révélation tient en un chiffre et il ne crie pas: 7 jours. Un simple décalage de 7 jours entre la date d'expédition inscrite sur un bordereau et le passage réel du camion a suffi à faire glisser l'affaire d'un soupçon administratif vers l'hypothèse d'un système organisé. Ce détail minuscule, relevé presque par hasard, a déclenché un réflexe nouveau. Les inspecteurs n'ont pas seulement contrôlé une cargaison, ils ont commencé à remonter une logique. Pourquoi ce décalage précis? Pourquoi toujours les mêmes itinéraires? Pourquoi des convois de ciment sans chantier visible sur des centaines de kilomètres? À partir de là, le contrôle isolé s'est transformé en lecture de réseau. Pour comprendre ce basculement, il faut replacer la scène dans son contexte. Le Burkina Faso sort alors d'années de fragilisation institutionnelle: frontières poreuses, douanes discréditées, fatigue des agents, routines installées comme des anesthésiants. Dans cet environnement, la contrebande prospère moins par la force que par l'habitude. Ce que les trafiquants exploitent, ce n'est pas une faille spectaculaire, mais la répétition tranquille de gestes jamais questionnés. C'est précisément contre cette mécanique que s'inscrit la promesse formulée par Ibrahim Traoré: tenir la ligne sans dépendre de personne. Une formule sèche, presque dérangeante, qui rompt avec l'attente d'une assistance extérieure salvatrice. Elle implique autre chose, plus exigeant: reconstruire la souveraineté par la discipline quotidienne, par l'attention aux détails, par la responsabilisation de ceux qui sont physiquement sur la frontière. Ainsi, lorsque l'anomalie des 7 jours apparaît, elle tombe sur un terrain déjà préparé. Les agents ont été incités à écouter les silences, à comparer les schémas, à douter de ce qui semblait normal. Le camion devient alors un symptôme, non un cas isolé. Derrière lui se dessine une carte d'ombre reliant faussaires, explosifs détournés, produits chimiques sans origine claire et routes transfrontalières répétitives. La mini-révélation n'est donc pas la présence de barils dangereux. Elle est plus dérangeante. Le système existait déjà, et il passait parce que personne n'avait encore pris le temps de regarder autrement. Awa n'était pas censée devenir le visage de cette bascule. Jeune inspectrice des douanes, souvent cantonnée aux tâches secondaires, elle avait pourtant développé une compétence rare:
lire les routes comme des récits, repérer ce qui se répète trop bien pour être innocent. À ses côtés, le lieutenant Karim, vétéran de Gawa, connaissait chaque tournant, chaque point d'eau, chabletto, chaque pause officieuse des chauffeurs. Leur force ne venait pas de l'autorité, mais de l'attention. Quand l'anomalie des 7 jours surgit, ils n'ont pas agi dans la précipitation. Conformément aux nouvelles consignes, ils ont observé. Dormir près des convois, écouter les conversations étouffées, noter les plaques, les horaires, les cargaisons identiques. Ce temps lent, souvent perçu comme une faiblesse opérationnelle, est devenu un levier. La répétition des schémas a révélé ce que l'urgence aurait masqué, un réseau confiant dans la fatigue des postes frontaliers. L'impact précoce de cette méthode fut immédiat mais discret. Les chauffeurs commencèrent à modifier leurs itinéraires. Certains convois disparurent sans explication. Les silences devinrent plus lourds. Rien d'explosif, rien de spectaculaire. Seulement la sensation diffuse que quelqu'un, quelque part, regardait vraiment. Cette pression invisible a précédé toute interception, et c'est elle qui a fragilisé le réseau avant même le premier arrêt. Pour Hawa et Karim, le changement était aussi intérieur. Ils ne contrôlaient plus pour cocher une procédure, mais pour comprendre une intention. Ce glissement a transformé leur rôle. De simples agents, ils sont devenus des capteurs de sens. Et cette mutation individuelle annonçait déjà une transformation plus large. Tout commence avant l'interception, bien avant les menottes et les rapports. D'abord, il y a l'activation silencieuse, une anomalie notée, puis classée, puis comparée. Le décalage de 7 jours n'est plus un détail isolé. Il est mis en regard d'autres bordereaux, d'autres passages, d'autres camions. Progressivement, une régularité inquiétante apparaît. Les mêmes horaires au crépuscule, les mêmes chauffeurs, les mêmes cargaisons de ciment, sans aucun chantier crédible à l'arrivée. Avant, ces répétitions passaient pour du hasard. Après, elles deviennent un signal. La montée se fait sans bruit. Hawa et Karim suivent, notent, attendent. Les consignes venues de la hiérarchie sont claires. Observer, cartographier, ne frapper qu'une fois. Cette retenue change tout. Là où une interception précoce aurait rassuré brièvement, la patience permet de comprendre la structure entière. Les routes se croisent, les plaques se répondent, les silences s'additionnent. Le réseau, sûr de lui, continue de fonctionner comme une mécanique bien huilée. Puis vient le point de bascule. Une nuit tiède, un convoi reproduit exactement le même schéma que la semaine précédente. Même heure, même route secondaire, même type de camion. Cette fois, la décision est prise. Intercepter un seul véhicule, pas plus. Assez pour confirmer, pas assez pour alerter l'ensemble du système. L'arrêt se déroule sans éclat. Aucun cri, aucun tir, juste la poussière qui retombe lentement autour des silhouettes figées. Avant, ce type de contrôle aurait été un geste administratif. Après, il devient un acte stratégique. Sous les sacs de ciment, les barils scellés dégagent une odeur métallique froide. À cet instant précis, l'affaire change de nature. On ne parle plus de fraude, mais de survie nationale. Le rapport est envoyé avant l'aube. À mesure qu'il remonte les échelons, les mots se durcissent. Anomalie devient suspicion grave. Baril scellé devient contenants à risque élevé. Au sommet, la réponse d'Ibrahim Traoré tombe sobre, sans emphase. Observer encore, étendre la carte, frapper une seule fois. Le crescendo se construit sur la répétition. Pendant plusieurs jours, les agents suivent les trajets, notent les habitudes, repèrent les points d'eau, les haltes improvisées. Le réseau croît encore à son invisibilité. Il ne voit pas que la régularité, autrefois son atout, est devenue sa faiblesse. Une nuit, sous un ciel chargé, le signal est donné. 2 véhicules, 6 agents, aucun témoin. Les camions sont immobilisés presque simultanément.
Les menottes claquent comme des verdicts secs. L'absence de violence rend la scène encore plus glaçante. La découverte finale agit comme une onde de choc différée. Les barils contiennent des explosifs instables, du cyanure de haute pureté, des produits qui n'ont rien d'industriel. Un seul baril fuyant aurait suffi à empoisonner un bassin entier ou à rayer un village de la carte. L'avant et l'après deviennent alors évidents. Avant, la frontière était un filtre fatigué. Après, elle se révèle comme une ligne vitale tenue non par la force brute, mais par la discipline et le temps long. Les chiffres arrivent toujours après le silence. Ils ne racontent pas une histoire, ils la figent. Et lorsqu'ils sont posés sur la table du poste de commandement, ils transforment une intuition en diagnostic. Pour Ibrahim Traoré, ces données ne servent pas à convaincre par l'émotion, mais à décider sans ambiguïté. Trois mesures suffisent à comprendre l'ampleur de ce qui a été évité. Pour commencer, un premier repère concerne les explosifs interceptés. Les équipes ont recensé 2,3 tonnes de composés explosifs répartis dans des barils métalliques scellés. Il s'agissait de mélanges à base de nitrate et d'aluminium connus pour leur instabilité élevée. La moindre chute, un choc mal amorti pouvait déclencher une explosion en chaîne. Pour donner un ordre de grandeur, les saisies effectuées 6 mois plus tôt dans la même zone ne dépassaient pas 1,2 tonnes. Le passage de 1,2 à 2,3 tonnes ne traduit pas une opportunité isolée, mais une montée en capacité logistique. En clair, le trafic n'était plus artisanal. Il entrait dans une phase d'industrialisation. Ensuite, un deuxième repère porte sur le cyanure. Les analyses ont confirmé la présence de 1 tonne de cyanure solide d'une pureté exceptionnelle. Ce taux dépassait de 40% les standards habituellement observés dans les circuits légaux d'orpaillage. Cette différence n'est pas marginale. Un cyanure plus pur agit plus vite, se dissout plus efficacement et augmente de manière exponentielle le potentiel de contamination. Les experts ont estimé qu'une fuite mineure aurait pu polluer une rivière entière en quelques heures seulement. Cette donnée change la lecture du risque. On ne parle plus d'un détournement économique, mais d'un produit calibré pour maximiser la létalité. Enfin, un troisième repère concerne les faux médicaments. Au total, 750 caisses ont été découvertes, étiquetées au nom de sociétés européennes inexistantes. Les capsules contenaient jusqu'à 17% de craie mélangés à des résidus d'arsenic. Les médecins militaires ont été formels. Après 3 prises seulement, ces produits pouvaient provoquer des lésions hépatiques irréversibles. Plus inquiétant encore, les documents saisis indiquaient une distribution ciblée vers les hôpitaux ruraux, là où les contrôles sont rares et où la dépendance aux dons est forte. Ce ciblage augmentait le risque humain bien au-delà des zones urbaines. Pris séparément, ces chiffres sont déjà lourds. Ensemble, ils dessinent une architecture cohérente. Explosifs pour déstabiliser, cyanure pour contaminer, médicaments falsifiés pour affaiblir lentement. La logique n'est pas celle du profit rapide, mais celle de l'usure progressive d'un pays. Le cadre point de comparaison est clair. En 6 mois, les volumes ont presque doublé, la qualité s'est améliorée et les cibles se sont précisées. C'est ici que la question ouverte du début trouve sa réponse. Ce n'est pas un camion qui a été arrêté, c'est une trajectoire. Les chiffres montrent que sans cette interception, le Burkina Faso serait entré dans un cycle de pertes invisibles difficiles à attribuer, impossibles à réparer. Pour Ibrahim Traoré, ces données ne sont pas des trophées statistiques. Elles sont la preuve froide que la vigilance, lorsqu'elle est structurée, sauve des vies avant même que le danger ne se voie. Deux critiques majeures ont émergé, formulées aussi bien par des observateurs régionaux que par des analystes internationaux. La première repose sur une idée simple, presque implacable.
Un État pauvre ne peut pas soutenir durablement un niveau de vigilance aussi élevé sans assistance extérieure. Selon cette lecture, la réduction de l'aide internationale affaiblit mécaniquement les capacités logistiques, épuise les agents et finit par recréer les mêmes failles qu'auparavant. Les postes frontaliers, soumis à la chaleur, au manque de moyens et à la pression constante, seraient condamnés à la fatigue institutionnelle. Dans ce cadre, l'opération apparaît comme un sursaut ponctuel, voué à s'éroder avec le temps. La seconde critique adopte un angle plus géopolitique. Elle affirme que le shogun d'une souveraineté assumée, opérée sans coordination extérieure visible, crée un vide stratégique. En se repliant sur ses propres forces, le pays exposerait ses frontières à des réseaux transnationaux installés au Mali ou plus au sud, capables de se déplacer et de contourner les zones surveillées. Cette approche, jugée courageuse mais risquée, pourrait isoler davantage le Burkina Faso dans un environnement régional instable. Pour ces analystes, la discipline interne ne compense pas l'absence d'alliances structurées à long terme. Ces deux arguments sont cohérents sur le papier. Ils reposent sur des précédents bien documentés dans le Sahel, où des stratégies ambitieuses se sont souvent heurtées à l'usure. Mais la réponse ne s'est pas faite par des discours, elle s'est faite par des constats mesurables. En 6 mois, les flux de contrebande enregistrés à la frontière sud ont chuté de 48%. Ce chiffre ne signale pas un effondrement à venir, mais un resserrement effectif des pratiques. Parallèlement, plus de 400 officiers ont suivi une formation nationale financée exclusivement par des ressources internes, créant un noyau homogène de surveillance et de transmission d'informations. Autre élément souvent ignoré par les critiques, l'intégration des communautés locales. Les postes réhabilités ne fonctionnent plus en vase clos. Les cultivateurs, les transporteurs légaux et même d'anciens contrebandiers ont été intégrés dans un réseau de vigilance partagé. Cette dimension sociale réduit la dépendance aux moyens lourds et transforme la frontière en espace observé en continu, non en ligne abstraite à défendre ponctuellement. Ainsi, les objections restent valables en théorie. Mais les faits de terrain montrent une dynamique différente. Ce n'est pas l'isolement qui soutient la stratégie, mais la cohésion interne. La question n'est donc plus de savoir si le modèle est fragile, mais s'il peut être maintenu avec la même rigueur dans le temps. Jusqu'ici, les équipes pensaient avoir contenu un trafic sophistiqué, mais classique, inscrit dans les routines sombres du Sahel. Ce qui change tout apparaît dans un lieu discret, presque banal, un entrepôt à Bora, sans enseigne, sans activité visible. À l'intérieur, des caisses de médicaments parfaitement emballées, destinées non aux marchés urbains, mais aux hôpitaux ruraux. Les analyses révèlent des poudres mêlées de craie et de résidus d'arsenic. Ce détail modifie la nature même de la menace. À cet instant, la mission cesse d'être défensive. Il ne s'agit plus seulement d'empêcher des explosions ou des contaminations massives, mais de bloquer une stratégie d'usure lente ciblant les plus vulnérables. Les enfants, les malades, les zones où le contrôle est rare deviennent des objectifs. Le trafic n'est plus opportuniste, il est intentionnel. La frontière n'est plus un point de passage, mais un filtre vital entre la vie et une négligence organisée. Cette révélation donne un sens nouveau aux consignes venues d'en haut. Lorsque Ibrahim Traoré écrivait que l'opération ne visait pas des cargaisons, mais des illusions, il pointait précisément ce moment, celui où la sécurité cesse d'être militaire pour devenir éthique. Protéger la frontière, c'est aussi protéger ce qui circule à l'intérieur du pays, jusque dans les dispensaires les plus isolés. À partir de là, tout s'aligne. Les chiffres, les routes, les silences prennent une cohérence inquiétante. Le milieu de l'opération n'est pas une victoire, c'est une prise de conscience. Le pays n'a pas évité un accident.
Il a stoppé un mécanisme déjà en marche. Les effets de l'opération ne se sont pas manifestés d'un seul bloc. Ils se sont diffusés par cercles, touchant différemment l'État, l'économie, les communautés et l'environnement régional. C'est dans cette propagation graduelle que l'impact réel apparaît, loin des annonces spectaculaires. Pour l'État d'abord, le changement a été institutionnel. Les postes frontaliers, longtemps perçus comme des lieux de passage fatigués ou corruptibles, ont retrouvé une fonction claire. Les rapports remontaient plus vite, les anomalies étaient partagées entre services et la chaîne de décision s'est raccourcie. Selon les relevés internes, plus de 70% des habitants des zones frontalières déclaraient se sentir plus en sécurité qu'avant. Cette perception n'est pas anecdotique. Elle conditionne la coopération, la remontée d'informations et la légitimité de l'action publique. Pour Ibrahim Traoré, cette confiance retrouvée ne valait pas comme un succès politique, mais comme un indicateur de stabilité minimale. Sur le plan économique, les conséquences ont été tout aussi tangibles. Les flux de contrebande ont chuté de 43% sur les axes surveillés. Cette baisse a libéré de l'espace pour les échanges légaux. Les transporteurs autorisés ont vu leurs marges se stabiliser, les marchés frontaliers ont retrouvé une régularité dans l'approvisionnement et certains produits agricoles ont cessé d'être siphonnés par les circuits clandestins. Le ministère des Finances a estimé qu'un seul convoi intercepté équivalait à plusieurs semaines d'exportation protégée. Ce n'est pas une prospérité soudaine, mais une respiration économique essentielle dans un pays sous tension. Les effets sociaux ont peut-être été les plus visibles. Dans les communautés frontalières, une dynamique nouvelle s'est installée. Des comités locaux de vigilance ont émergé, intégrant commerçants, jeunes volontaires et anciens contrebandiers en reconversion. La sécurité n'était plus vécue comme une contrainte extérieure, mais comme une responsabilité partagée. Awa, revenu à Gawa, a participé à des formations civiques où une phrase revenait souvent. La frontière n'est pas une barrière, c'est une porte. Cette réappropriation symbolique a renforcé la densité sociale du dispositif. À l'échelle régionale, enfin, l'opération a suscité des réactions contrastées. Dans certaines capitales ouest-africaines, on a parlé de effet Traoré pour désigner une souveraineté appliquée sans rhétorique excessive. À Abidjan, des économistes ont salué la baisse rapide des trafics. À Accra, d'autres ont évoqué un précédent susceptible de redéfinir les équilibres du Sahel. Même à Bamako, des échanges discrets ont eu lieu pour comprendre la méthode. Ces signaux montrent que le Burkina Faso n'a pas agi en marge de la région, mais comme un révélateur de possibilités. En somme, les conséquences ne tiennent pas à un coup d'éclat. Elles tiennent à un déplacement durable. La sécurité est devenue une pratique quotidienne, avec des effets mesurables sur la confiance, l'économie et la position régionale du pays. Les services stratégiques ont dégagé 3 trajectoires possibles pour les 12 prochains mois. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir. Elles servent de boussole pour éviter les angles morts. Chacune dépend moins d'événements spectaculaires que de la constance des pratiques mises en place. Dans un premier scénario, la stabilité vigilante, la discipline instaurée se maintient. Les postes frontaliers appliquent les procédures sans relâchement, les communautés locales continuent de signaler les anomalies et les réseaux clandestins affaiblis se déplacent lentement vers des zones moins surveillées. Les projections internes suggèrent une baisse supplémentaire d'environ 15% par semestre des flux illicites sur les axes contrôlés, à condition que la rotation des agents et la formation continue soient préservées. Ce scénario n'offre ni triomphe ni rupture, mais il consolide l'essentiel, un système qui tient parce qu'il est régulier. Dans un deuxième scénario, la coordination élargie, les méthodes mises en œuvre inspirent des coopérations ciblées avec les pays voisins. Des échanges de données et des formations conjointes émergent, permettant d'anticiper les contournements de route.
Les circuits légaux gagnent en fluidité et certaines zones agricoles enregistrent une hausse des revenus proche de 10% portée par la réduction de la concurrence clandestine. Les institutions civiles absorbent des compétences issues du terrain, améliorant la continuité administrative. Ce scénario repose sur une condition claire: transformer la vigilance nationale en langage commun sans diluer la discipline initiale. Dans un troisième scénario, l'usure silencieuse, une pression économique accrue, un relâchement administratif ou une rotation mal maîtrisée des effectifs ouvrent des interstices. Les réseaux adaptatifs testent ces failles sans confrontation directe. L'insécurité réapparaît d'abord dans les zones rurales, puis glisse vers les axes commerciaux. Les indicateurs se dégradent lentement, rendant la correction plus coûteuse. Ici, l'adversaire principal n'est pas visible, c'est la tentation de croire que la bataille est déjà gagnée. De ces trois trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Il ne s'agit pas de choisir le scénario le plus flatteur, mais de se demander chaque mois quelles routines protègent réellement et lesquelles se sont vidées de leur sens. Maintenir l'équilibre exige d'évaluer sans relâche, d'ajuster sans dramatiser et de refuser autant l'excès que le relâchement. C'est dans cette gestion fine, répétée, que se joue la suite. Au-delà des institutions et des cartes stratégiques, l'opération a produit des effets perceptibles dans la vie ordinaire, selon trois cercles distincts. Chacun révèle une facette différente de ce que signifie concrètement une frontière tenue dans la durée. D'abord, un premier cercle concerne les familles rurales des zones frontalières. Pour elles, la sécurité ne se mesure pas en statistiques nationales, mais en gestes simples. Une route moins risquée à emprunter, une eau qui ne sent plus le produit chimique, un dispensaire dont les médicaments inspirent à nouveau confiance. La vigilance locale, encouragée par les autorités, a transformé certains habitants en sentinelles discrètes. Signaler un passage suspect n'est plus perçu comme une dénonciation dangereuse, mais comme une protection collective. Cette évolution réduit la peur diffuse qui accompagnait chaque convoi nocturne. Ensuite, un deuxième cercle touche les travailleurs et petits entrepreneurs. Transporteurs légaux, commerçants de marché, agriculteurs, tous dépendaient auparavant d'un équilibre instable, faussé par la concurrence des circuits clandestins. La baisse des trafics a apporté une régularité nouvelle. Les prix cessent de fluctuer brutalement, les marges deviennent prévisibles, les échanges gagnent en continuité. Cette stabilisation n'enrichit pas soudainement, mais elle permet de planifier, d'investir modestement, de sortir d'une économie de survie permanente. Enfin, un troisième cercle concerne les jeunes urbains, souvent sceptiques face aux récits officiels. Pour eux, l'opération s'est diffusée sous forme d'histoires concrètes, relayées par les radios communautaires, les formations civiques ou les réseaux locaux. Le message implicite est clair: veiller est une compétence, pas un slogan. Certains s'engagent dans des programmes de cartographie participative, d'autres dans des campagnes d'information. La frontière cesse d'être un lointain symbole abstrait. Elle devient un espace vivant qui conditionne l'avenir. À travers ces trois cercles, une même transformation apparaît. La sécurité n'est plus vécue comme une injonction descendante, mais comme une pratique partagée, intégrée au quotidien. C'est cette appropriation silencieuse, plus que toute mesure spectaculaire, qui conditionne la durabilité de ce qui a été engagé. La phase suivante n'a pas été conçue comme une célébration, mais comme un verrouillage méthodique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la feuille de route vise un objectif précis: empêcher tout retour en arrière, même discret. Elle s'articule autour de 5 étapes concrètes, chacune associée à des acteurs identifiés, des délais réalistes et des indicateurs mesurables. Pour commencer, la première étape consiste à centraliser le renseignement. Les postes de douane sont reliés à une base de données unique, alimentée en temps réel. Chaque anomalie est enregistrée, comparée et partagée. Le critère d'évaluation est
Simple. Réduire de moitié le délai entre l'observation d'un signal faible et sa qualification comme risque potentiel. Ensuite, la deuxième étape renforce l'éducation civique locale. Dans plusieurs dizaines de villages frontaliers, des sessions de formation sont organisées pour les jeunes, les commerçants et les transporteurs. L'indicateur n'est pas le volume de participants, mais la qualité des signalements transmis par les habitants, signe d'une compréhension réelle des enjeux. Puis, la troisième étape formalise la coopération civile-militaire. Des patrouilles mixtes remplacent les interventions isolées. L'objectif fixé est opérationnel. Faire passer le temps de réponse aux alertes de plusieurs heures à moins de 40 minutes dans les zones sensibles. Après cela, la quatrième étape soutient la réinsertion économique. Les anciens contrebandiers, ayant rompu avec les réseaux, bénéficient de microcrédits agricoles encadrés. Le succès se mesure à la création d'activités légales durables, non au nombre d'arrestations évitées. Enfin, la cinquième étape instaure une évaluation indépendante trimestrielle. Trois critères sont suivis: incidents évités, participation communautaire, confiance publique. La sécurité n'est plus comptée en coups d'éclat, mais en sérénité maintenue. Cette feuille de route traduit une logique claire. La discipline devient un outil de gouvernance, pas seulement un réflexe sécuritaire. Awa est revenu sur la clairière où tout avait commencé. Le sol portait encore les traces sèches des pneus, l'empreinte des barils éventrés, et cette odeur lointaine qui rappelle qu'un danger peut disparaître sans jamais s'effacer complètement. Rien ne ressemblait plus à la nuit de la première interception, et pourtant, chaque détail semblait murmurer la même leçon. La routine avait cédé une fois et cela avait suffi. Non loin de là, Ibrahim Traoré observait sans discours. Il ne cherchait ni image forte ni geste symbolique. Son attention se portait sur ce qui ne se voit pas: la ligne tenue, la discipline maintenue, la peur contenue avant de devenir panique. Cette sobriété donnait à la scène une gravité particulière. Ici, rien n'avait été gagné par éclat, tout avait été préservé par constance. Awa sortit de sa poche une photographie froissée, prise le premier jour, une caisse marquée aide humanitaire. Le contraste entre l'étiquette et son contenu lui serra encore la gorge. Elle pensa à cette phrase, revenue souvent depuis: le mal avance masqué. Ce n'était pas une maxime héroïque, mais un rappel pratique. Ce moment ne célébrait pas une victoire, il rappelait simplement ceci: on ne protège pas une frontière pour elle-même, mais pour ce qu'elle permet de vivre. La nuit tombe sur Ouagadougou sans bruit particulier. Dans les marchés, les écoles, les gares routières, rien ne signale une victoire spectaculaire. Et pourtant, quelque chose circule. Une phrase discrète, reprise sans slogan ni affiche: la nation regarde. Non comme une menace, mais comme un rappel partagé que la vigilance n'est plus l'affaire de quelques-uns, mais une pratique collective. Cette histoire ne demande pas d'adhésion aveugle. Elle invite à une réflexion plus large, presque intime. Que devient un pays lorsque ceux qui le vivent décident de ne plus détourner le regard? Lorsque la sécurité cesse d'être un décor lointain pour devenir une suite de choix quotidiens, modestes, répétés? Le cas du Burkina Faso n'apporte pas de recette universelle, mais il pose une question utile à bien d'autres contextes. Observer, signaler, refuser l'habitude qui endort, ces gestes n'appartiennent pas qu'aux frontières du Sahel. Ils traversent toutes les sociétés confrontées à l'usure lente des routines. La véritable invitation est là. Non à applaudir, mais à rester attentif, ensemble, là où l'on vit.